la réhabilitation désigne une mesure individuelle effaçant une condamnation pénale. Mesure individuelle effaçant une condamnation pénale. Elle s'applique à des condamnés ayant subi l'intégralité de la peine prononcée par la juridiction. Il y a deux types de réhabilitation. Il y a ce qu'on appelle la réhabilitation de plein droit et la réhabilitation judiciaire. Et c'est une mesure qui s'applique au crime tout comme au délit. Pour ce qui est d'abord la réhabilitation de plein droit. La réhabilitation de plein droit, c'est une mesure qui met fin à la condamnation juste après un temps de preuve observée. Pour ce qui est, il y a 4 situations prévues par la loi. D'abord, pour ce qui est d'une condamnation à une peine d'amende. Donc, il y a un délai de preuve de 5 ans, un délai de 5 ans à observer. À compter du jour du paiement de l'amende ou de l'expiration de la contrainte par corps. Contrainte par corps, il y a une loi qui prévoit si une personne est condamnée pour payer un montant bien déterminé et si cette personne n'est pas à mesure de payer ce montant, la contrainte par corps peut amener à ce qu'on prenne la personne pour le mettre en prison pendant un temps déterminé, en fonction du montant en fait déterminé. Donc, à compter du paiement, on dit, ou à compter de la contrainte par corps, il y a un délai de 5 ans à observer. Et après ce délai-là, il y a réhabilitation de plein droit. Pour ce qui est des condamnations à l'amende. Pour les condamnations uniques à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 6 mois, il y a un délai de 10 ans à observer. Et ce délai court à compter soit de l'expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie. L'expiration de la peine subie, si par exemple la personne a été condamnée à 4 mois, donc le délai commence à courir à compter du jour où la personne a fini de purger les 4 mois. Donc commence à courir un délai de 10 ans. Et bien après ce délai de 10 ans, on ne peut plus parler de la condamnation de la personne. La troisième situation, c'est lorsque la personne a été condamnée à une peine ne dépassant pas 2 ans ou à des condamnations multiples dont l'ensemble n'excède pas une année. Et bien là, on dit c'est un délai de 15 ans à observer. Ce délai court à compter de l'expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie, comme pour le cas précédent. La quatrième situation, c'est la situation d'une personne condamnée à une peine supérieure à 2 ans ou à des condamnations multiples dont l'ensemble n'excède pas 2 ans. Et là, on dit il y a un délai de 20 ans à observer. À partir de l'expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie. C'est pour vous dire que on est dans une situation où une personne a été condamnée, il y a un temps prévu par la loi, à l'expiration de ce temps, on dit il y a réhabilitation de plein droit. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun acte juridique à chercher. C'est de plein droit, ça se constate de plein droit. Et à l'expiration de ce temps, l'autre élément très important, c'est qu'on dit tout fonctionnaire de justice qui a connaissance de l'infraction, qui a connaissance de la peine, il est interdit de parler de cette condamnation. Après le délai de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, en fonction de la situation que nous venons de dire. S'il y a réhabilitation de plein droit, il y a réhabilitation de plein droit. Ce qui veut dire que la personne se retrouve dans une situation comme si elle n'a jamais été condamnée. On ne peut plus parler de l'infraction. Parler de l'infraction est une infraction. Et l'autre situation, c'est le cas de la réhabilitation judiciaire. À côté de la réhabilitation de plein droit, j'expliquais qu'il y a aussi une autre réhabilitation qui est cette réhabilitation judiciaire. Et là, c'est en fonction de la personne
de l'infraction. En matière criminelle, c'est un délai de 7 ans. En matière correctionnelle, c'est un délai de 4 ans. Et ce délai court pour les condamnés à une peine d'amende à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Pour les condamnés à une peine privative de liberté, à compter du jour où ils ont purgé leur peine. Soit aussi on dit de la prescription accomplie. Maintenant, on peut se retrouver dans une situation où il y a une personne qui a été condamnée, mais la personne se trouve en état de récidive. Ou l'autre situation, c'est une personne qui a déjà bénéficié d'une première réhabilitation et qui se retrouve être condamnée pour une autre infraction. Et l'autre troisième situation, c'est la personne condamnée contradictoirement ou par défaut, mais qui a prescrit contre la peine. Donc, c'est une personne qui a été condamnée par défaut. Donc, en son absence, le tribunal a décidé de la condamnation. Donc, il y a un certain délai en fonction de l'infraction pour laquelle la personne, si c'est un délit ou un crime, il y a ce qu'on appelle la prescription de plein droit. Donc, pour ces trois cas de situation, donc, les récidivistes, les personnes réhabilitées qui ont commis une infraction, une deuxième infraction, pour les personnes qui ont prescrit contre la peine, pour eux, c'est un délai de 12 ans. À compter, on dit de leur libération ou de la prescription. L'autre condition encore, c'est que pour ceux qui ont prescrit contre la peine, par exemple ceux qui ont été condamnés contradictoirement ou par défaut et qui ont prescrit contre la peine, eux on dit, au-delà de la première condition, qui est le délai de 12 ans, ils doivent justifier que pendant le délai de 12 ans là, ils n'ont jamais été poursuivis pour une autre infraction quelconque. Et qu'ils ont eu une conduite exemplaire. Donc, c'est seulement dans ce cas de figure-là qu'ils peuvent demander la réhabilitation judiciaire. Et le condamné, pour accéder à la réhabilitation judiciaire, doit aussi justifier du paiement des frais de procédure et du paiement des dommages et intérêts et de l'amende. Donc, au-delà du délai de preuve, donc le temps à observer, la personne doit aussi justifier que voilà d'autres obligations accessoires à la peine principale, qui est le paiement des dommages et intérêts, donc le fait de mettre la victime dans ses droits en le payant les dommages et intérêts, ou de payer à l'amende qui revient à l'État, ou les frais de procédure qui revient à l'autre partie. On doit justifier cela pour accéder à la réhabilitation judiciaire. Ou la personne doit justifier qu'il a subi la contrainte par corps. Parce que j'expliquais que si une personne a été condamnée à payer des dommages et intérêts et que cette personne n'est pas en mesure de payer ces dommages et intérêts, la personne peut subir une peine par la contrainte par corps. Et après, on n'en parle plus de paiement de... Ou si la personne justifie d'un état qui ne lui permet pas de payer la peine. Par exemple, la personne a ce qu'on appelle un certificat d'indigénat. Donc, il est tellement pauvre que vraiment, il y a un certificat qu'on lui donne que vraiment, il n'a pas la possibilité matérielle de payer le montant. Et à côté de cette réhabilitation de plein droit et cette réhabilitation judiciaire, il y a une seule exception prévue par la loi. Et l'exception, c'est que si une personne qui a été condamnée justifie avoir rendu des services éminents à l'État, donc, dans ce cas de figure seulement, on dit, on peut lui accorder la réhabilitation, sans pour autant vérifier si le délai prévu par la loi, donc le délai d'attente, est respecté. Et mieux encore, on dit, même si la personne n'a pas purgé sa peine, et même si la personne n'a pas payé les dommages et intérêts et les frais de procédure, eh bien, si la personne a accompli des services éminents à l'État, eh bien, l'État peut, en récompense, lui donner cette réhabilitation qui le fait sortir de cette prison et de cette condamnation. Donc, la procédure de réhabilitation, c'est une procédure comme toutes les autres, c'est une procédure simple. L'intéressé doit juste adresser une demande.
au procureur. Donc, dans cette demande, la personne doit justifier, doit mentionner la date de sa condamnation, doit mentionner la date de sa libération, doit mentionner depuis sa libération là où la personne a résidé. Et le procureur de la République fait délivrer, parce qu'on dépose la demande au niveau du procureur de la République du lieu où la personne a purgé sa peine, eh bien, le procureur se fait délivrer une expédition du jugement de la condamnation et un extrait du registre des lieux des lieux de détention de la personne et le bulletin numéro 1 du casier judiciaire. C'est avec ces papiers, le procureur de la République fait un avis et transfère le dossier au procureur général qui, à son tour, transfère le dossier au niveau de la chambre d'accusation. Donc, la chambre d'accusation est saisie par le procureur général. Le procureur général fait un rapport. Donc, on saisit la chambre. Et à ce stade, on dit, la personne qui demande la réhabilitation ou l'avocat de cette personne qui demande la réhabilitation peut fournir toute pièce utile directement à la chambre d'accusation. Et la chambre d'accusation, on dit, statue dans le mois de sa saisine. Et l'arrêt rendu par la chambre d'accusation, là où l'affaire est très intéressante, c'est que peut faire l'objet de pourvoi devant la cour de cassation. Si la personne estime que les conditions sont réunies et qu'on ne lui donne pas, la personne peut faire appel. Mais l'autre élément que la loi a précisé, c'est qu'en cas de rejet de la demande de réhabilitation, on dit une nouvelle demande ne peut être formulée, sauf si le rejet est justifié par le non-respect des délais. Si par exemple on dit c'est un délai de 12 ans et que la personne avait 11 ans, la personne a introduit, on a rejeté. Donc on dit, la seule exception c'est que maintenant, comme c'est pour une question de délai, toutes les fois où la personne va remplir les conditions de délai, même si ça n'attend pas les 2 ans après le rejet, la personne peut déposer une nouvelle demande. L'autre élément encore, c'est qu'on dit, mention de l'arrêt de réhabilitation est faite en marge des arrêts et jugements de condamnation et au casier judiciaire. Donc on mentionne que, voilà, la personne a été réhabilitée. Donc il ne faut plus en parler de ça. Parler de ça même, c'est une infraction. Dans ce cas, seulement on dit, les bulletins numéro 2 et numéro 3 du casier judiciaire ne doivent pas porter la mention de la condamnation. Donc, si une personne est réhabilitée, la personne peut demander son casier judiciaire et là, vous ne voyez pas la mention de condamnation parce que la personne a été réhabilitée. C'est comme si on lui donne une deuxième vue juridique. Et la réhabilitation efface les condamnations et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités résultant de la condamnation. Une personne qui a été privée de ses droits civiques, de ses droits politiques, après la réhabilitation, la personne recouvre tous ses droits.